Merci de nous rejoindre sur Gabon 24, une édition d'information que nous démarrons avec un léger retard pour des raisons indépendantes de notre volonté. Toutes nos excuses. Voici donc le sommaire de cette édition d'information. Au Gabon, une grande partie de la classe politique s'active pour définir les modalités de leur participation à la rencontre politique initiée par le chef d'État. Cette rencontre devrait permettre de mettre à plat la loi électorale et examiner le fonctionnement des institutions. En Afrique, coup de théâtre en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite au lendemain de la présidentielle, est revenu sur sa parole en dénonçant l'irrégularité de l'élection. En France, l'ancien international français Lilian Thuram, résolument engagé à faire de la communication politique, s'est distingué en allant jouer à Croisy, un match amical avec les réfugiés. Bienvenue à tous. Mais tout d'abord, en plus bref, défendez les droits de quelqu'un. Aujourd'hui, une invite des Nations Unies pour rappeler la célébration ce 10 décembre, comme chaque année, de la Journée internationale des droits de l'homme. Selon les Nations Unies, il est de la responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme. Tout le monde doit prendre position et défendre les droits des réfugiés ou des migrants ou les droits des personnes touchées par un handicap, les droits des personnes. Cette journée a été célébrée au Gabon, à l'Institut supérieur d'ingénierie. C'est dans le premier arrondissement de Libreville. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions d'information. Et parmi les droits reconnus à chaque être humain, il y a le droit à l'instruction. Le gouvernement gabonais y tient. 2 mois après la reprise officielle des cours, le ministre délégué à l'éducation nationale entame une visite des établissements scolaires du pays. Lucie Akalan s'est rendue dans quelques écoles primaires de Libreville pour s'imprégner de leur fonctionnement. Lardi Gebamba et Gaël Mapessi l'ont suivi. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge du pré-primaire et du primaire a effectué ce vendredi une visite au sein de certains établissements de Libreville. Objectif, s'enquérir des conditions des apprenants et des enseignants. Après ma nomination dans ce département, j'ai entrepris des réunions et la deuxième étape a été soldée par les visites que je viens d'effectuer. Au cours de ces visites, j'ai échangé avec les enseignants. Je voudrais dire que le premier objectif de ces visites était de prendre contact avec les enseignants, oui, et relever certaines difficultés. Au sortir de cette visite de prise de contact, le membre du gouvernement se veut rassurante et optimiste. Nous voulons que l'enseignement retrouve ses lettres de noblesse. Nous voulons que l'enseignant redevienne cette personne qui était crainte par les élèves, respectée par ses concitoyens et exemplaire. L'enseignement primaire étant la base de l'école, Lucie Akalan entend faire de son mieux pour résolver les problèmes rencontrés tant par les élèves que par les enseignants. Elle compte de ce fait étendre ce type de visite à l'intérieur du pays. Des médailles de courage et de dévouement décernées aux officiers et sous-officiers de la police nationale. La cérémonie du prix de l'excellence s'est déroulée hier à Libreville. Ce prix vise à promouvoir une compétition saine au sein de ce corps de l'armée gabonaise. Larding Mamba. 14 prix pour 22 lauréats. C'est la moisson de la 22e édition du prix d'incitation à l'excellence. Officiers, sous-officiers et d'autres unités de forces de police ont reçu les médailles de courage et de dévouement pour leur travail rendu au cours de l'année 2016. Le prix d'incitation à l'excellence a le mérite et l'utilité de rendre lisible le rendement de nos personnels en même temps qu'il sert à promouvoir la culture et la responsabilité collective au sein des forces de police nationales parce que ce sont, de façon générale, les unités qui seront primées. Le général de division Jean-Clotaire Thierry Oyezue exhorte les agents de force de police à plus d'abnégation et de professionnalisme. À tous, j'ai confiance dans votre capacité à faire mentir les critiques et à vous comporter comme nos concitoyens l'attendent de nous. Cette passion, je sais que vous la partagez. Aussi, le haut commandement et le ministère de tutelle se tiennent-ils à vos côtés pour cultiver et encourager l'enthousiasme de votre engagement républicain. Comme le dit l'adage, je cite, « Les plus belles réussites sont celles qui sont partagées ». Le prix d'excellence instauré au sein des forces de police nationales vise à créer une compétition saine au sein des différentes unités de police.
Et parmi les grands chantiers du gouvernement gabonais vers une actualisation du fichier des agents publics en poste dans les agences du pays, le ministre de la fonction publique qui vient d'organiser une réunion avec l'ensemble des responsables des établissements à caractère commercial et industriel veut maîtriser les dépenses publiques de l'État. Le point avec Tex Akikazam. Le ministre de la fonction publique, Jean-Marie Oganaga, a présidé une séance de travail avec les directeurs généraux des établissements à caractère industriel et commercial. Cette séance de travail avait pour but d'actualiser le fichier des agents publics en service dans les 10 établissements. Comme vous le savez, de nombreux agents des agences ont été mis sur bon de caisse et il s'agissait pour Monsieur le ministre d'expliquer aux directeurs généraux que nous sommes la procédure qui consiste à l'assainissement du dit fichier. La mission de la fonction publique est de mettre en place un nouveau système de gestion des agents de l'État et des outils nouveaux intégrés de gestion administrative et de la paye. Le ministre de la fonction publique vise par cette action à maîtriser la masse salariale qui passe par un assainissement du fichier de la fonction publique. Beaucoup d'agents d'État sont en poste auprès des agences, mais sont rémunérés par l'administration centrale. Cette situation est insupportable parce que les établissements de rattachement doivent verser des salaires à ces personnes. Tout agent qui est mis pour emploi auprès de leur structure doit être signalé à l'administration. Le ministre Jean-Marie Oganaga a demandé aux directeurs généraux de revoir les textes contraires au statut général de la fonction publique et de produire dans les meilleurs délais les cadres organiques et les fiches de poste de leurs différentes structures. Mais il est difficile de savoir que X ou Y personne n'est plus dans l'administration centrale, mais est dans un établissement public. C'est pour cette raison que les directeurs généraux doivent aider l'administration à faire cette gestion de proximité. Le ministre de la fonction publique reste déterminé à mettre fin à la violation des dispositions du statut général de la fonction publique. Dans l'actualité a versé aussi les consultations politiques qui se poursuivent à la primature dans la perspective du dialogue inclusif souhaité par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le chef du gouvernement, Emmanuel Isoze-Ngondé, a reçu les membres du Parti travailliste, conduit par son président, Maître Mbourouyi Njako, et celui du Parti pour le développement et la solidarité, Maître Séraphin Dao. Le compte rendu de toutes ces audiences avec nos confrères de la presse de la primature. Ce 9 décembre 2016, ce sont les membres des partis travaillistes gabonais de Mbourouyi Njako et du PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale, de Séraphin Dao, qui ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isoze-Ngondé, dans le cadre de la tenue prochaine du dialogue politique voulu par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Avec le Premier ministre, les deux partis ont échangé sur les conditions de préparation de ce dialogue et l'importance qu'il revêt en vue d'apaiser le climat politique dans notre pays. Les hôtes du jour n'ont donc pas manqué de réaffirmer leur ferme volonté d'y prendre part. Nous soutenons ce dialogue parce que nous estimons que la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est pourquoi nous exhortons tous les acteurs politiques qui aiment ce pays saisir cette occasion pour venir dire ce que chacun a sur le cœur et sur ce qu'il compte faire sur la marche de notre pays. Tous ceux qui sont sollicités à répondre favorablement à cette concertation. Comme dit l'adage chez nous, on ne répond pas à l'appel, on répond à la teneur du message qui nous sera livré. Globalement, au terme de ces entrevues, le chef du gouvernement et ses hôtes se sont accordés sur l'essentiel, la nécessité de se parler entre Gabonais sur les questions qui fâchent dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors tout doucement vers le dialogue, le Rassemblement pour le Gabon inscrit le dialogue national dans son agenda. Le sujet était au centre de la rentrée politique effectuée par le parti de Paul Mbabe ce samedi à Libreville. Kenny Ongori. C'est la rentrée politique au Rassemblement pour le Gabon, mais celle-ci, bien que son ambition première soit de définir les objectifs du parti pour la nouvelle année, il n'en demeure pas moins que le rendez-vous des RPGistes examinait aussi la possible adhésion de leur parti au dialogue national. Pour ce faire, le RPG s'appuie sur un principe, celui de la tétravalence. Nous avons initié l'idée de la tétravalence dont l'objectif est de libérer toutes les intelligences gabonaises qui sont toujours en train de répéter des choses qu'elles ne comprennent pas. Il faut que petit à petit, le Gabonais apprenne à devenir critique, qu'il apprenne à juger par lui-même pour faire des choix. Quant à sa participation au dialogue national, le RPG réfute l'idée selon laquelle sa présence dépendrait d'une autre formation ou d'un camp politique au détriment de son mouvement. Vous estimez que le RPG n'est pas assez grand pour parler en son nom? J'ai un parti politique
qui a décidé depuis 40 ans, et vous dites qu'il va aller à une réunion, un dialogue, pour s'arranger derrière les partis politiques qui l'ont combattu. Non mais ça va pas, non. Le leader du Rassemblement pour le Gabon, par ailleurs candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, répond à l'ensemble de la classe politique partir en consultation préliminaire pour porter la voix de sa formation politique pour les Gabonais et non faire de la figuration. Le temps du dialogue est donc donné au RPG. Tout de suite, hors de nos frontières, manifestation à Tunis aujourd'hui contre le gouvernement de Youssef Chahed, entré en fonction fin août. Cette manifestation fait suite à la charte signée vendredi pour lutter contre la corruption. Le récit de Lardi Nguemamba. Une charte dite de stratégie contre la corruption, engageant le gouvernement, la société civile et les médias, a été signée vendredi par le Premier ministre Youssef Chahed et le président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, Tchaki Tabib, lors du Congrès national sur la lutte contre la corruption organisé jeudi à Tunis. Des centaines de Tunisiens ont manifesté samedi à Tunis contre le narcissisme du gouvernement de Youssef Chahed. Aujourd'hui, nous voulons insister sur la nécessité de modifier les lois en Tunisie pour qu'elles soient compatibles avec les nouveaux changements essentiels. Il faut mettre en place un cadre législatif et juridique pour répondre aux droits essentiels prévus initialement dans la Constitution de 2014. Cette loi de finances ne sert que leurs intérêts, les députés. Ils ne s'occupent pas des pauvres citoyens comme nous. Selon la charte, les crises politiques à répétition, les lacunes du cadre juridique, le manque de capacité institutionnelle continuent d'entraver les perspectives de développement économique et social et créent un terrain propice aux nouvelles formes de corruption. Crise politique en Tunisie, coup de théâtre en Gambie. Le président gambien sortant Yahya Jammeh a annoncé hier qu'il ne reconnaissait pas les résultats de l'élection du 1er décembre, une semaine seulement après avoir reconnu sa défaite face à l'opposant Adama Barrow dans une déclaration télévisée. Les détails avec Jamila Mbengman. L'allocution de Yahya Jammeh a été diffusée à la télé et à la radio nationale vendredi soir 9 décembre. Il déclare que l'élection a été truquée, notamment par la commission électorale. Voilà ce que dit celui qui a dirigé le pays durant 22 ans. Autant j'ai accepté les résultats car j'ai cru que la commission était indépendante et honnête. Désormais, je rejette les résultats en totalité. Laissez-moi répéter, je n'accepterai pas les résultats. Yahya Jammeh s'appuie sur un communiqué de la commission électorale diffusé mardi matin dans lequel il est indiqué qu'il y a eu des erreurs dans la compilation des résultats. Yahya Jammeh vise directement le président de la commission Aliouma Marji. Il l'accuse d'avoir truqué la compilation des résultats. L'ex-président ne souhaite visiblement pas un nouveau recomptage des voix puisqu'il a appelé à de nouvelles élections présidées par des gens craignant Dieu. Cette allocution a été diffusée quelques heures après la première déclaration d'Adama Barrow à la nation. Le président élu a appelé à la réconciliation et au respect des droits de l'homme. Après cette annonce télévisée de Yahya Jammeh, Adama Barrow a tweeté affirmant que l'annonce du président Jammeh ternit à notre démocratie. Le peuple gambien a pris sa décision. Il a déclaré que la coalition de l'opposition se réunira ce samedi et fera une conférence de presse après cette rencontre. Si ça se passe plutôt mal en Gambie avec le revirement de Yahya Jammeh, sachez que ça se passe plutôt bien au Ghana. Le peuple a fait son choix. Le chef de file de l'opposition qui occupera, c'est le chef de file de l'opposition qui occupera le fauteuil de la présidence du pays. Nana Akufo-Addo a bel et bien remporté l'élection présidentielle face à John Dramani Mahama. Dès l'annonce des résultats par la commission électorale le vendredi soir, le président sortant John Dramani Mahama a appelé son successeur pour le féliciter. Le récit de Jamila Mbengman. J'ai le devoir et l'honneur de déclarer Nana Akufo-Addo président élu du Ghana. C'est en ces termes que la présidente de la commission électorale a annoncé les résultats. Nana Akufo-Addo obtient dès ce premier tour 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire. Le président sortant John Dramani Mahama, qui a reconnu sa défaite, a félicité son adversaire. Plus les résultats se faisaient attendre, plus la pression montait et certains commençaient déjà à douter de l'indépendance de la commission électorale. À présent, le doute est levé. Le nouveau président s'est très rapidement exprimé depuis chez lui en adressant un message fort à la population du Ghana. Mes chers concitoyens, vous ne m'avez pas élu pour servir un seul parti,
mais pour servir le peuple entier. Le président du Ghana est président de tous les Ghanéens, sans discrimination, malice ou malveillance. Pour chaque groupe ethnique, pour chaque affiliation politique ou religieuse, que vous m'ayez soutenu ou non, que vous ayez ou non fait campagne à mes côtés, que vous ayez ou non voté pour moi, je peux vous promettre une chose. Je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts et remettre notre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Nana Akufo-Addo, ancien député, ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous le président John Kufuor, l'emporte à 72 ans. Nana Akufo-Addo, ancien député, ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous le président John Kufuor, l'emporte à 72 ans. Il se présentait pour la 3e fois à la magistrature suprême. À chaque fois, il avait été battu de très peu, mais avait accepté sa défaite. Le président sortant John Dramani Mahama lui rend la politesse. En 15 ans, c'est la 3e alternance que vit le Ghana. Les nouvelles hors du continent. À quelques jours de l'élection du Parlement en Roumanie, les électeurs se prononcent sur cette future élection qui pourrait ne pas avoir une adhésion forte au regard du discrédit de la classe politique. Mirande Angui. Alors que les Roumains se préparent à élire leur Parlement, le taux de participation pourrait ne pas dépasser 40% à cause d'une lassitude des électeurs et de discrédit de la classe politique. Je pense que les hommes politiques roumains ne valent pas un sou. Je souhaite vivre dans une Roumanie qui m'offre une bonne éducation constructive afin de pouvoir évoluer et de réussir dans la vie. Je ne veux pas qu'on soit diplômé d'une ou deux facultés et qu'on finisse en tant que caissier chez McDonald's, KFC ou toute autre franchise pour un salaire de 360 €, même si on a un diplôme de master dans la poche. Entrée dans l'Union européenne en 2007, la Roumanie s'est engagée à réformer son système judiciaire et à combattre la corruption de haut niveau. Le pays est depuis lors administré par un gouvernement de technocrates dirigé par l'ancien commissaire européen Dacian Cioloș. J'irai au vote, mais je n'attends rien de la part de ces voleurs. C'est dommage que le prince Vlad l'Empaleur n'existe plus. Il aurait fait de l'ordre dans le pays. Il punissait les voleurs en leur coupant la main ou en les emballant. Sortie d'une sévère récession, la Roumanie table sur une croissance de 4,8% cette année, la plus vigoureuse de l'UE. Des centaines de Jordaniens se sont réunis ce vendredi à Amman en solidarité avec la ville et les habitants d'Alep, cible d'intenses bombardements du régime syrien. Le récit de Bienvenue Nelkem. La guerre en Syrie, une situation humanitaire catastrophique. La Russie, alliée du régime de Damas, a martelé vendredi que l'offensive syrienne ne cesserait à Alep qu'après le départ de tous les rebelles qui sont assiégés dans leur dernier carré avec des dizaines de milliers de civils sous un déluge de feu. Alors que les civils continuent de payer un très lourd tribut dans cette guerre, l'ONU a affirmé que des groupes rebelles et djihadistes empêchaient des habitants de quitter la zone des combats à Alep, allant jusqu'à tirer sur ceux qui fuient. Des centaines de Jordaniens se sont réunis vendredi à Amman en solidarité avec la ville et les habitants d'Alep, cible d'intenses bombardements. Nous sommes ici afin de montrer notre opposition à la guerre en Syrie et spécialement par rapport à ce qui se passe à Alep, avec le silence total des régimes arabes et de la communauté internationale. Nous sommes ici pour montrer notre solidarité avec le peuple syrien et les habitants d'Alep contre les crimes commis par les Russes et l'armée syrienne. L'armée du président Bachar al-Assad a réussi à s'emparer de 85% des quartiers rebelles depuis le début de son offensive aérienne et terrestre le 15 novembre dernier pour reprendre l'ensemble de la cité. Fort de ces succès, le président syrien a exclu une trêve et estimé qu'une victoire à Alep serait une étape cruciale pour la fin du conflit. Retour au Gabon, et on parle cette fois sport. Qu'en 2017, loin des rumeurs, les choses se précisent. Un jour après sa visite à Port-Gentil, la ministre des Sports, Nicolas Sellé, a effectué un déplacement au IEM vendredi dernier afin que lui soit présenté le dispositif de fin des travaux du stade provincial et celui d'entraînement de l'IEM. 35 jours avant le match d'ouverture de la CAN Total. Avec nos reporters Freddy Koula et Nina Massunga, reviewons ces événements. En si peu de temps, l'ouvrage est à 90%. Fin prêt, l'entreprise m'a assuré que d'ici la fin du mois,
l'extérieur sera terminé. À un peu plus de 30 jours de la CAN Total Gabon 2017, la patronne des sports, dans le sillon de la visite effectuée jeudi dernier au nouveau stade de Port-Gentil, s'est rendue à Oyem vendredi pour voir l'avancement des travaux et discuter directement avec le maître d'ouvrage. Hier, j'étais à Port-Gentil. C'est vrai qu'à Port-Gentil, tout est plus ou moins fin prêt, mais on a un problème de gazon, ce qui n'est pas le cas ici. Là-bas, on a encore le souci des gazons. Ici, le gazon, il est bien, mais j'ai le souci de l'extérieur. Est-ce que l'entreprise peut m'assurer que d'ici le 25, ça sera prêt? Parce que, logiquement, on avait prévu le 25 comme match test. Donc, je prends la parole, je pars avec. Et je reviens le 25 et tout est OK. Permettez-moi de vous remettre provisoirement les clés du stade de Yem en vue de la CAN 2017. Merci. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de force et beaucoup de réussite. Merci, madame. Fin de la visite de la ministre de la Jeunesse et des Sports, le docteur Nicolas Sellé. On a notamment profité pour rencontrer les notables et discuter avec eux pour les rassurer de ce qu'il y aura de l'électrification autour du stade notamment et que les zones avoisinant ce stade d'Oyem ne seront vraiment pas oubliées, qu'importe si les travaux du stade sont achevés. Autre certitude, c'est qu'il y a eu une remise de clés officielle au COCAN pour ce qui est des endroits partiellement achevés. La société chinoise en a forcément profité pour dire au ministre qu'elle achèvera les travaux juste avant le début de la compétition, ce qui, tout bonnement, rassure tout le monde parce que la CAN pointe à l'horizon et bien sûr, on attend vivement que cette fête soit excellente. Sacré Freddy Koula, tout autre chose à présent, mais toujours en sport. L'ancien international Lilian Thuram a chaussé ses crampons aujourd'hui à Croisy pour un match amical avec des réfugiés arrivés dans cette commune après le démantèlement de la jungle de Calais en octobre. Les détails avec Larding Yemaba. L'ancien international français Lilian Thuram était présent ce samedi pour un match entre une équipe locale et une équipe composée de migrants arrivés dans la commune de Croisy il y a quelques semaines. Un match qui vise à renforcer les liens d'amitié. Depuis qu'on est arrivé ici à Croisy, tout s'organise bien. À part, comment on appelle ça, ouais, on joue au foot, il y a des bénévoles qui sont là pour donner des cours de français, il y a des activités qui se programment, genre aujourd'hui, comme vous le voyez, on a organisé un match amical avec les jeunes de Croisy, c'est pour renforcer les liens d'amical entre nous, connaissances et tout. C'est par amour et compassion à ces réfugiés que Lilian Thuram a chaussé ses crampons. J'ai beaucoup d'estime pour ces personnes et je pense que ces personnes nous apprennent énormément sur nous-mêmes aussi, sur le courage que nous pouvons avoir dans les moments de difficulté, hein, parce que je pense que l'être humain, avant tout, doit survivre. Et donc, je pense que voilà pourquoi il est intéressant de respecter ces personnes-là et de leur montrer un peu d'amour. Parce que c'est ça en fait, chacun de nous, on a besoin d'un regard bienveillant. Ce qui se passe ici aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement fort pour ces personnes qui ont fait un voyage avec des grandes difficultés, qui se retrouvent dans un lieu et on leur tend la main, on leur dit venez, on va passer un moment, on va jouer au foot ensemble, vous allez pouvoir vivre normalement. Dans la matinée, sous un grand ciel bleu, l'équipe de football locale a affronté pendant 30 minutes les réfugiés du centre d'accueil et d'orientation de Croisy, inaugurant le nouveau terrain de football de la ville devant quelques 200 supporters. Ce journal se referme en sport. Voici le rappel des titres qui l'ont constitué. Au Gabon, une grande partie de la classe politique s'active pour définir les modalités de leur participation au dialogue politique qui devra permettre de mettre à plat la loi électorale et examiner le fonctionnement des institutions. Et puis en Afrique, coup de théâtre en Gambie, le président sortant Yaya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite au lendemain de la présidentielle, est revenu sur sa parole en dénonçant l'irrégularité de l'élection. En France, l'ancien international français Lilian Thuram, résolument engagé à faire de la communication politique, s'est distingué, vous venez de le voir, en allant jouer à Croisy un match amical avec des réfugiés. L'information continue sur Gabon 24. Merci de nous avoir suivis.